Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le transfert donne à partir de cet instant un sens au cadre dans lequel il se joue. Aider le psychotique à sortir de son abîme, c'est aussi le confronter à l'absolue nécessité d'éprouver dans la réalité le vécu de ses émotions. À ce jour, aucune science et même le législateur n'ont établi de lien direct entre la santé, le droit et le théâtre ou précisé le rapport qui existe entre eux, bien que le théâtre reste convaincu qu'il y ait une collaboration possible. L'influence partagée entre ces trois disciplines pose question bien sûr, mais l'histoire témoignera de leur attachement. Le monde littéraire prouve que le théâtre a souvent puisé aux sources de la santé et de la médecine pour partager ces informations. Par ailleurs, la santé à son tour n'a jamais cessé de faire appel au théâtre pour d'éventuelles progressions ou pour soutenir l'information, l'éducation et la communication en son propre domaine. La vie de la médecine elle-même est un théâtre où chaque acteur joue son propre personnage. Ces deux disciplines, théâtre et médecine, restent de bons amis. Le théâtre est un lieu de grande importance pour informer la population en matière de politique préventive, d'accompagnement et de résocialisation du patient. Malheureusement, ces 2 dernières années 2020 à 2021, les artistes étaient quasiment absents pour informer, éduquer et communiquer avec la population les mesures sanitaires telles que la distanciation, le port du masque, le lavage des mains ou toutes les mesures qui permettront d'éradiquer cette pandémie de Covid-19. Ces mesures étaient ou elles sont jusqu'à aujourd'hui importantes non seulement pour l'intérêt personnel, mais aussi général et à rappeler qu'elles sont obligatoires. Le théâtre a à sa charge de communiquer directement avec les malades et les usagers de l'hôpital, mais il est aussi un acteur de grande importance en éducation sanitaire pour le malade et son entourage. La devise informer, éduquer et communiquer est un atout du théâtre qu'il partage avec toutes les disciplines. Mais depuis longtemps, la médecine profite de cette compétence chaque fois que le besoin se présente en collaboration avec les professionnels du théâtre. Surtout en matière de relations médecin-patient puisque celle-ci désigne l'ensemble de communication, d'information ou toute relation entre médecin et son patient dans le cadre d'un acte de soin, de la prise en charge ou de suivi thérapeutique. C'est dans cette relation que le consentement éclairé du patient et sa confiance s'installent et favorise ainsi l'écoute et l'empathie du médecin. Le théâtre à l'hôpital se démarque par son utilité dans le soin du patient, et après le traitement envisagé. Bien que sa pratique occupe une place prépondérante dans les établissements de soins depuis 4 décennies, et qu'elle est reconnue dans le processus de soins du patient, elle n'est toujours pas obligatoire dans la politique de santé publique. Bien que le théâtre ait maintenant une grande influence ou une place dominante dans le dispositif du programme Culture à l'hôpital, il semble que le système hospitalier soit toujours réticent à laisser largement l'espace hospitalier à l'art de Molière pour mener un projet théâtral avec les patients dans le but d'assurer un accompagnement aux soins. L'activité dramatique joue encore un rôle important dans la socialisation du patient sous différentes formes. Elle est sous forme de jeux d'apprentissage, de rééducation, de réalisation et de représentation avec différentes méthodes et moyens et enfin selon le public visé. Dans le projet de socialisation, l'art dramatique met les patients et tous les participants dans une situation fictive pour les faire réagir. Les ateliers s'inspirent toujours de techniques d'acteurs et finiront par une représentation en public. En principe, le projet théâtral n'est pas un objectif en soi, c'est un outil facilitant l'apprentissage et aide les patients, bébés, enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, parents ou publics à retrouver du sens dans leur vie quotidienne. Avant de commencer le projet théâtral, l'acteur en charge de soins doit définir les objectifs recherchés, car cet art est inépuisable en termes d'activité. Ici, 3 grandes catégories d'activités visent des objectifs scientifiques. Les objectifs attachés à l'apprentissage fondamental, les objectifs spécifiques liés à l'enseignement esthétique, les objectifs liés à la socialisation ou résocialisation du patient. À ce niveau, le maître du jeu initie le dispositif didactique en 3 grandes activités: l'exploitation, les différents jeux dramatiques et enfin la réalisation de la pièce en public. La première recouvre les activités de jeu sensoriel, de relation, d'écoute, de gestuelle et de la voix.
La seconde consiste en une mise en situation fictive pour inciter l'individu à réagir. Toutefois, les situations proposées sont issues du thème faisant l'objet de la représentation finale. La troisième et dernière activité se fonde sur la progression des effets produits sur les participants par le plaisir de jouer et celui de représenter le scénario devant le grand public. Ces activités en groupe ou en individuel rentrent dans le cadre de la socialisation dès le début de la séance, jusqu'à la fin de la représentation en public. Il y a bien sûr des règles à respecter permettant aux participants de se dégager d'un vécu injuste, violent et persécutoire pour adopter en conséquence un comportement visé et avoir un consentement au partage, affirmer sa présence. Le travail d'atelier est toujours finalisé par une représentation du spectacle demandant la présence d'un tiers, le grand public, qui aura pour rôle d'évaluer le travail exercé pendant des mois et des mois. Les patients auront à jouer à faire semblant, mais le grand public ressentira aussi à travers ce semblant ce qui est mis réellement sur la scène, par exemple un jeu de découverte, de miroir ou de marionnette. Sous cet angle d'observation, Patricia Attigui affirmait dans le même ouvrage qu'il n'est demandé aux patients que de traverser la nécessité de l'incarnation et de se permettre de répondre à l'essentiel de ce que l'art de Molière peut faire en tout un chacun. Tout au long de l'exercice, le patient incarne dans sa théâtralisation un personnage en tant qu'acteur, adopte une attitude correcte et opte pour le représenter en public en mobilisant les expressions physiques, émotionnelles et psychiques. À travers ces jeux, le patient expérimente son vécu interne et observe son présent en y mettant des mots et se laisse relire par le public à travers ses sentiments émotionnels. L'identification ludique, qui, elle, est consciente, permet au sujet d'endosser un rôle qui l'amène à questionner le système d'identification inconsciente dont il est constitué. L'expression personnelle, par l'entremise de consignes données par le comédien, permet aux enfants de lever des inhibitions visant à contrôler leur agressivité et le regard des autres et leur ouvre la voie du plaisir à oraliser et à se mouvoir avec des enveloppes de mots et de personnages. Deshanzieux parle d'un miroir sonore ou d'une peau auditivo-phonique. En quoi le théâtre pratiqué par le professionnel de santé ou en collaboration avec les artistes, les art-thérapeutes, les ergothérapeutes ou les psychothérapeutes est-il un moyen thérapeutique ? L'artiste peut aussi se poser la question de savoir si la pratique du théâtre thérapeutique est vraiment dans la philosophie de son métier ou dans les compétences de sa profession ? L'artiste n'a-t-il pas plus d'importance dans cette pratique que le professionnel de santé ? Quel est le lien entre le thérapeute ou le comédien-thérapeute et le médecin dans le processus de soins du patient hospitalisé ou non, participant aux ateliers de théâtre thérapeutique ? Ces nouveaux intervenants ne méritent-ils pas un statut spécial ? En quoi la pratique d'un comédien, d'un art-thérapeute et ou d'un professionnel de santé diffère-t-elle dans l'utilisation de ce moyen de travail qu'est le théâtre ? Comment le théâtre peut-il mener un projet de socialisation du patient en soins psychiques ? Quelles sont les méthodes et les moyens mis en place pour faciliter la socialisation du patient psychotique ? Pour bien développer et bien comprendre ce sujet, le chapitre 1, Jeux de rôle, création et développement, fournira plus d'éclairage à l'exécution du projet artistique et dramatique ainsi que le chapitre 2, la réalisation du théâtre dans les établissements de santé, affinera et enrichira cette étude. Chapitre 1, Jeux de rôle, création et développement. Et si la vie entière de l'être humain n'était qu'une partie, dont lui-même serait à la fois le joueur, le jouet et l'enjeu, Elia Pierre Jacquet, 1992, sous le signe du jeu. L'utilisation du jeu de rôle comme outil pédagogique dans le cadre de soins du patient incite à réfléchir sur le lien développé entre le patient, le groupe thérapeutique avec le psychodrame et le sociodrame. Cette étude va donc rechercher les spécificités de cet outil en partant de l'activité du jeu de rôle dans plusieurs domaines sociaux et professionnels. Le comédien aura ainsi à participer en tant que praticien du psychodrame et du sociodrame d'une part, et d'autre part en tant que maître du jeu, animateur artistico-thérapeutique. La littérature française propose, sous plusieurs angles, certaines activités du jeu de rôle. Elles sont reconnues à partir de deux genres littéraires. Des livres et des articles scientifiques et ou des fiches techniques et des exercices pratiques proposant en masse des thèmes du jeu de rôle étudiant très largement la relation humaine, l'affection, la créativité, l'expression corporelle et psychique.
Une partie de l'étude s'intéressera aux origines de ces différentes démarches ou types de jeux de rôle proposés dans les établissements de soins. Faisons simplement ici l'hypothèse que l'influence du role-playing américain, issue directement du psychodrame morénien si elle est importante, n'est pas unique, que d'autres influences parfois très anciennes sont à rechercher du côté du théâtre dont le psychodrame est lui-même issu, des jeux de société, du carnaval et des jeux de déguisement, de la formation des dirigeants politiques, etc. Le second type de littérature, technique ou pratique, offre la particularité de faire entièrement l'impasse sur le maniement de l'outil, sur la formation nécessaire pour l'utiliser, et sur les conditions et la nature de l'exploitation du jeu. Seul, l'argument du jeu, quelquefois les procédures, semble avoir une quelconque importance. L'impression qui se dégage de cette présentation est que le jeu serait formateur en lui-même, la formation se réduisant alors à une sorte d'entraînement. Le jeu de rôle constitue alors le seul moyen ou artifice permettant de rassembler dans le temps un ensemble d'expériences encourageant et accélérant le processus de création et de développement. C'est pourquoi ce chapitre essayera d'expérimenter la création du patient et son développement à travers le jeu de rôle en mettant un éclairage sur 3 méthodes. Un éclairage fonctionnel posera la question des objectifs spécifiques du jeu de rôle. Un éclairage méthodologique examinera les différentes possibilités de séquence et la manière dont l'animateur pourra utiliser la préparation et la conduite du jeu pour mettre en œuvre ses objectifs. Un éclairage sémantique, autour de l'exploitation possible du jeu, introduira la question du sens, de la recherche des significations de ce qui a été joué. Pour bien la mener, cette recherche, qui s'appuie sur des expérimentations des sujets humains, des personnes vivantes, demande le respect de certaines règles. Le respect de l'anonymat s'impose dans les différents témoignages rapportés à cette recherche et attribués aux participants des ateliers pour interprétation durant les périodes de créations artistiques. Le groupe doit respecter les discours des patients, les propos tenus comme témoignages doivent être soumis à l'approbation des groupes de travail. Le patient doit éviter pendant son jeu, lorsqu'il incarne son personnage, de s'approprier l'histoire mise en scène. Les approches méthodologiques concerneront l'extrême complexité du jeu pour arriver à la création et au développement du patient, en exploitant 3 des différentes facettes de l'identité humaine, biologique, psychologique et sociologique, tout en cherchant leur lien avec l'environnement, c'est-à-dire son écosystème. Dans chaque atelier, ces éléments seront pris en compte pour évaluer la création et l'évolution du patient. La question centrale de l'activité dramatique est de savoir si la pratique du jeu de rôle au sein des établissements de soins psychiatriques permet d'accéder à un bon niveau de socialisation ou résocialisation du patient. Par ailleurs, cette problématique comporte plusieurs interrogations spécifiques liées au domaine de recherche. Par exemple, quelle formation initiée pour quel public, dans quelles conditions et pour quels objectifs fixés ? Il est impossible de parler du jeu de rôle sans parler de ces éléments constitutifs, qui sont les ressources de la culture. Jeu et culture sont indissociables et en principe, ils interagissent ensemble. Il est impératif que chaque jeu de rôle s'inspire de l'environnement des participants, et qu'il soit un des facteurs d'inspiration pour leurs évolutions et l'expérimentation du groupe. Ce travail ou ce chapitre est réparti en 2 grandes sections, les définitions possibles du mot jeu et ses termes attachés, en section I, et en section 2, le jeu de rôle, un système d'apprentissage. Section I, les définitions possibles du mot jeu et ses termes attachés. De prime abord, le XXIe siècle est reconnu comme le siècle représentant l'expansion en masse de la vie culturelle. La société pratique beaucoup des loisirs et donne une grande considération ou importance aux jeux. Avant les années 70, la société s'est concentrée sur le développement, sur l'amélioration et sur l'évolution de la vie au détriment du jeu qui était considéré à cette époque comme une activité inutile, minime, sans valeur et régressive. Ce n'est qu'à partir des années 90 que le jeu attire l'attention de la société et devient, petit à petit, un facteur indispensable de l'économie et un domaine important de la vie humaine. C'est pourquoi il intervient non seulement dans la vie éducative de l'enfant, dans la vie économique des jeunes, mais aussi dans celle des personnes malades pour l'amélioration de leurs soins et de leurs conditions de vie. Il aide au développement et à la recherche de l'identité de l'individu.
Actuellement, il est considéré comme une activité de socialisation, d'intégration et de motivation qui permet à l'individu d'apprendre les facteurs d'interaction humaine. Il participe non seulement à la communication et à l'échange entre patients et soignants, entre l'enfant et l'adulte, mais aussi entre le joueur et l'entraîneur. Avant de définir le jeu, il convient de définir le joueur car c'est à partir de la définition du joueur qu'apparaît la définition du mot jeu. Le joueur visé ici est l'homme. Ce dernier connaît plusieurs définitions. Il a donc fallu assimiler l'homme dans sa nature et dans son environnement, pour pouvoir sortir réellement l'homme dans ses traits. Des grandes figures de l'histoire comme Johan Huizinga, historien néerlandais, spécialiste de l'histoire culturelle, définit l'homme dans son jeu et sur l'importance de l'acte de jouer dans son ouvrage intitulé Homo Ludens. Il assimile l'homme et son activité culturelle, Homo Ludens, l'homme dans le jeu. Il recherche la dimension ludique de l'individu dans sa vie humaine. D'autres disent que le jeu signifie qu'il est égal à non sérieux. Il y a dans celui-ci du plaisir en se défoulant et de la dépense d'énergie en jouant. Mais Johan Huizinga s'oppose à cette idée, et il affirme que l'homme peut jouer en s'engageant de manière tout à fait sérieuse. Le jeu est donc une action libre, sentie comme fictive, et située en dehors de la vie courante, capable néanmoins d'absorber totalement le joueur. Une action dénouée de tout intérêt matériel et de toute utilité, qui s'accomplit en un temps et dans un espace expressément circonscrit, se déroule avec ordre selon des règles données et suscite dans la vie des relations de groupe s'entourant volontiers des mystères ou accentuant par le déguisement leur étrangeté vis-à-vis du monde habituel. Il y a du jeu lorsqu'il y a une activité ou une action libre et non commandée, superflue, virtuelle, parfois gratuite, limitée dans l'espace et dans le temps, avec une possibilité de le refaire, avec des règles du jeu, des tensions, ainsi lorsqu'il y a des communautés de joueurs, des compétitions et enfin des réussites. Il peut être défini comme toute activité qui a une relation avec l'extérieur, avec une incertitude et un contexte, un support et une attitude ludique. Le rôle désigne ici plusieurs dimensions liées à des droits et des devoirs. Un statut, un support comme un texte d'un personnage de l'art dramatique, une institution, une projection fantasmée et désincarnée, une manière d'être, une interprétation, une fonction exercée selon un contexte défini et enfin un aspect à développer. Cette étude parle d'un jeu de rôle. Toute une activité libre dans laquelle chaque individu joue individuellement ou collectivement le rôle d'un personnage imaginaire ou réel prédéterminé dans une situation définie, dans une représentation théâtrale à des fins thérapeutiques comme le psychodrame et le sociodrame qui invitent les patients à travailler sur des rôles et à observer les autres jouer et à tour de rôle. Il a comme but principal la formation, la sensibilisation, l'éducation, l'information et la rééducation ainsi que la préparation des participants à incarner leur vie quotidienne et à préparer la vie sociale. Au-delà de ces notions, d'autres termes enrichissent la définition du jeu de rôle tels que la langue, la poésie, le droit, la religion, l'imagination, la culture et d'autres. Pour mieux cerner le jeu de rôle, il est important d'étudier le jeu source de culture et de société, en paragraphe 1 et le problème d'écriture ou de précision entre jeu de rôle et jeu de rôle, en paragraphe 2. Paragraphe 1 Le jeu source de culture et de société. Il est jusqu'aujourd'hui difficile de séparer le jeu et la culture du joueur, ainsi que sa société ou son environnement. Laurent Di Filippo explique dans son article que Johan Huizinga 1938/112 écrit que la culture ne naît pas en tant que jeu ni du jeu mais dans le jeu. La question est de savoir comment on peut définir le terme culture selon l'angle de Johan Huizinga, par rapport aux soins du patient. Tout d'abord, il faut comprendre que son usage varie dans l'espace géographique, dans le temps et dans la société impliquée. Il est quasiment impossible de pouvoir définir ce terme, sans s'interroger sur la définition qui a été donnée par Johan Huizinga. En revanche, il faut au départ poser le problème de la tradition puisque celle que vivait cet auteur n'est pas celle que vit le chercheur français. Bien entendu, la traduction du néerlandais au français pose un premier problème. De plus, dans Homo Ludens, à aucun moment cette question n'est posée clairement de cette façon, ce que note aussi Thierry Wendling, 2000/29.
Heureusement, ces deux obstacles peuvent être surmontés, car c'est l'un des sujets que l'auteur traite dans deux autres ouvrages, Incertitude, 1935, publié avant Homo Ludens, et À l'aube de la paix, 1945, qu'il écrit juste après. L'auteur y détaille ce qu'il entend par culture et civilisation, deux termes dont les sens se recouvrent dans son propos. Il est donc possible de comprendre à quoi ces termes renvoient sous sa plume. Sa pensée restant cohérente entre les deux volumes, on peut en déduire qu'il n'a pas eu une vision différente lorsqu'il écrivait son ouvrage sur le jeu, et plusieurs points s'y trouvant vont le confirmer. Selon son ouvrage intitulé La crise de la civilisation, dans un chapitre consacré aux conditions essentielles de la culture, il résume celle-ci en disant que la culture exige un certain équilibre entre les valeurs matérielles et spirituelles de la société ou de la personne concernée. Cet équilibre permet le développement d'une disposition sociale qu'on estime supérieure et plus élevée que ne l'est la simple obtention du nécessaire, ou la satisfaction de l'ambition. Ibidem. 43. L'auteur refuse de considérer, comme culture les civilisations primitives ou inférieures ou plus grossières, idées, mais il ne veut pas non plus tomber dans une admiration exclusive des civilisations déjà très avancées ou dans la surestimation d'un facteur culture unique, que ce soit la religion, l'art, le droit, le pouvoir politique ou autre chose, idée. Selon lui, il faut qu'il y ait une forme d'harmonie des fonctions culturelles. Idée. Bien qu'il s'intéresse au changement culturel et qu'il désigne certaines sociétés comme inférieures, son approche n'est pas celle d'un évolutionnisme strict et unilinéaire comme on a pu le trouver au XIXe siècle. Cependant, il prône bien l'idée qu'un développement doit s'opérer pour conduire à une forme d'équilibre que constitue la culture et qui doit faire sortir les sociétés d'un état d'origine primitif. Le deuxième trait fondamental de toute culture, c'est qu'elle doit comporter une aspiration. Ibidem. 44. L'auteur entend par là une direction vers un but, un idéal de toute collectivité. Il ajoute que le but final se situe dans l'au-delà ou dans le proche avenir terrestre, dans la sagesse ou le bien-être. La condition pour le poursuivre ou l'atteindre sera toujours la sécurité et l'ordre. La tendance naturelle de toute culture comporte toujours impérieusement le maintien de cet ordre et de cette sécurité. L'aspiration vers une culture quelconque se manifeste toujours dans de nombreux systèmes d'autorité et de droit. Ibidem. 45. Toute culture doit donc s'accompagner d'un certain nombre d'orientations qui doivent être garanties par ses institutions. L'aspect ordonné de la culture se retrouve dans le jeu qui est à son fondement. À ce propos, dans Homo Ludens, Huizinga, 1938/114-129, on retrouve un chapitre intitulé « Le jeu et la juridiction », sur les liens entre les jeux et le droit déjà annoncé dans le premier chapitre. Enfin, la troisième condition, qui dit culture dit domination de la nature. Huizinga 1935/45. Par cela, l'auteur entend non seulement la nature comme environnement, mais aussi la nature de l'homme, ibidem. 47, afin de saisir certaines obligations qui lui incombent. Idée. La culture est donc le dépassement d'une condition initiale. L'obligation s'étend bientôt sous forme de tabous, de conventions, de règles de conduite, de culte. L'emploi facile du mot tabou a conduit en de nombreux milieux à sous-estimer le caractère matérialiste du sens éthique des soi-disant civilisations primitives. Idée. Bien qu'utilisant ce terme en référence à l'école française de sociologie, il en condamne l'abus. Encore laissons-nous de côté la tendance sociologique qui, pour juger tout ce qui s'appelle droit, morale, crainte de Dieu, verse le tout dans un récipient étiqueté tabou avec une légèreté toute moderne même lorsqu'il s'agit d'une culture déjà développée. Idée. Johann Huizinga récuse l'amalgame entre certaines sociétés primitives et des sociétés plus avancées qui s'appuient sur l'usage de concepts génériques appliqués à toutes les formes de vie sociale. Dans cette architecture ressort la notion des normes de jeu à respecter durant l'activité. C'est dans ce sens-là que le patient acceptant de participer dans les ateliers dramatiques est toujours soumis à des règles à respecter comme tout participant. Le jeu et la loi, ou la loi et le jeu? Le jeu dans l'espace constitue un phénomène culturel et sociétal. Le néerlandais Johann Huizinga expliquait et démontrait par des preuves que le jeu est lié à tous les aspects de la vie quotidienne de chaque société. Par exemple,
Chaque patiente examinée a une culture à respecter, une religion, et une manière de vivre que le comédien-thérapeute doit toutes mettre en question avant de décider le type de projet dramatique et thérapeutique à engager. Pourquoi le jeu est la loi ou la loi est le jeu, dans cette partie ? Cette interrogation apporte deux axes d'observation. D'une part, cette recherche est issue du domaine d'études de droit. Le lien juridique entre le jeu et la loi intéresse donc le chercheur pour illustrer le travail. D'autre part, dans certaines expérimentations effectuées dans les institutions de santé, il y avait des participants passionnés par le domaine juridique et ils choisissaient des thèmes qui ont un rapport avec la loi, soit pour réclamer leurs droits, soit pour dénoncer certaines anomalies du système juridique ou pour imiter les hommes de la cour du tribunal. C'est pourquoi l'avocate au barreau de Bruxelles et au cabinet Berenboom et Associés, Ariane Joachimovic a essayé de démontrer le lien qui existe entre le droit et le théâtre. Elle expliquait que beaucoup d'artistes oublient d'obtenir de nécessaires autorisations et s'abstiennent d'effectuer certaines démarches ou formalités, ce qui leur vaut de mauvaises surprises. Ainsi, Pascale Fontenot a-t-elle été particulièrement choquée d'être exclue du chômage parce qu'elle avait écrit un roman alors qu'elle bénéficiait d'allocations. Au moment où elle l'a rédigé, elle ne s'imaginait pas un seul instant qu'il allait être publié, même si elle en rêvait secrètement. Maurice Béjart n'a pas apprécié d'être accusé de plagiat pour avoir repris dans sa chorégraphie du presbytère un extrait du spectacle de Frédéric Flamand La chute d'Icare, où l'on voit un danseur portant des ailes traverser la scène, des moniteurs vidéo aux pieds. Samuel Beckett s'est opposé, au nom de son droit moral, à ce que sa pièce En attendant Godot soit jouée par des femmes. De même, l'héritier du dramaturge Bernard-Marie Coltès s'est opposé en vain, au nom du droit moral de l'auteur, à la représentation de la pièce Retour au désert à la Comédie Française, au motif que le comédien qui incarnait le personnage d'Aziz n'était pas arabe ou algérien. On le voit, le droit s'immisce parfois dans le théâtre. La connaissance de certaines notions juridiques de base aurait peut-être permis aux protagonistes d'éviter les affres d'un procès. Dans la pratique du théâtre à l'hôpital, un patient faisait apparaître à travers son jeu de rôle un sentiment de regret, parce qu'il ignorait la loi sur certains actes ou faits. Parfois, c'était pour véhiculer du remords ou du mépris selon la manière dont il veut transmettre ses émotions. Les attaques contre des hommes de loi ne manquaient jamais, contre la loi elle-même ou le législateur ainsi que contre les avocats et même les magistrats. Chacun d'eux essayait de trouver à ces problèmes un rapport avec la loi et le système juridique. C'est dans ce sens-là que cette étude a jugé utile d'observer le rapport entre le jeu et la loi, ou inversement. Prenons par exemple ceux qui choisissent le procès juridique en tant que sujet d'étude thérapeutique. Ici, le jeu du procès juridique est transformé ou prend la forme d'un match. D'un côté, il y a la loi comme moyen d'argument dans la mise en scène et d'un autre, il y a des règles à respecter. Les participants gardent en eux une attitude sérieuse et ils recherchent dans la relation ou dans le rapport du sujet les intérêts dans lesquels chaque partie aura à se défendre soit individuellement ou collectivement. Des patients qui participaient aux ateliers de Bachirou Moumadi discutaient sur la polygamie et le choix au mariage. Les traditionalistes défendaient l'idée que ce sont les parents qui doivent choisir les époux et les épouses de leurs enfants, puisque c'est ainsi la tradition. Il en est de même dans la religion musulmane, puisque ce sont les parents qui décident à la place de leurs enfants. Un autre point de vue était avancé par Malaès, une jeune mère qui souffrait de troubles psychiques. Elle disait que si on reste dans ce mode traditionnel qui est bizarre chez les jeunes, sans leur offrir la possibilité de choisir leur conjoint eux-mêmes, ils ne vivront jamais en paix puisque dans la famille d'aujourd'hui, la femme contribue au foyer au paiement des factures et au loyer et j'en passe. Les histoires d'une femme au foyer c'est fini, on n'en parle plus ou il existe peu. Avant c'était l'homme qui assurait la responsabilité de la famille tout seul, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. On doit laisser nos enfants faire leurs choix, et arrêtons de les imposer nos choix. Elle précisait pourquoi les jeunes d'aujourd'hui gardent encore le silence, et ne contestent pas de façon très ouverte. Elle insistait sur ses propos en disant « Les jeunes du 3e millénaire n'acceptent plus vos intentions mais ils ne le manifestent pas expressément non pas par inquiétude ou angoisse mais par respect de leurs vieux ou de leurs anciens c'est tout. » Un autre participant posait une question concernant la polygamie, en pointant du doigt le code de la famille comorien. Il disait
Je veux savoir réellement qu'en est-il du côté de la loi, puisque la loi occidentale nous interdit d'avoir plusieurs mariages à la fois contradictoirement aux normes prescrites par le Code de la famille comorien qui donne aux hommes la possibilité de se marier et remarier jusqu'à 4 épouses à la fois, et lorsqu'ils désirent contracter un nouveau mariage, il est tenu d'informer sa ou ses conjointesses de son désir de fonder un nouveau foyer, juste les informer. La réplique de la jeune mère, Malaès, c'était une réponse très osée car elle répondait en disant que le code de la famille comorien est inspiré du minhaj et peut-être que les rédacteurs étaient uniquement des hommes. Je pense surtout qu'il s'agit de polygames. En partant de cette analyse, le lien qui existe entre ces deux termes apparaît lorsqu'il y a une exécution de la loi d'un côté, et d'un autre, lorsqu'il y a une observation de la ressemblance entre un jeu de procès juridique et un match. Il y a toujours l'envie de vouloir gagner et de ne jamais perdre, que ce soit dans un procès ou dans un match. Jadis, les Grecs traitaient les procès comme une compétition sportive avec une forme divine obéissant à des règles contraignantes, dont les deux compétiteurs dépendaient du jugement de l'arbitre pour les départager. Il n'y a donc pas de raison de nier les caractéristiques du jeu dans le match. Ces mêmes critères compétitifs du jeu se trouvent naturellement dans la vie juridique. 1. Le jeu dans la vie juridique. Selon Johann Huizinga, seule l'éthique qui fonde la morale et la justice permet de dépasser les limites que la logique ne peut franchir pour définir s'il faut se comporter de manière sérieuse ou comme dans un jeu. La culture a des jeux qui ont des règles de conduite. Elle est avant tout morale, et il est important de retrouver ces valeurs éternelles servant de conduite ou de guide de création, de développement ou d'évolution. La présence de la morale est considérée dans le jeu culturel comme une caractéristique d'un ordre et d'une obligation. Elle a un but de conduite, d'équilibre matériel et spirituel qui soutient la mise en place d'un état d'ordre afin d'éviter le chaos. Il est indispensable de parler de jeu de hasard, même si celui-ci ne fait pas partie des séances dramatiques à l'hôpital, mais il est très fréquent chez des patients en voie de socialisation. Le jeu de hasard est défini comme une convention par laquelle deux ou plusieurs individus se livrant à un jeu incertain et s'engagent à payer à celui qui gagnera une somme d'argent ou le payer en nature. Ce n'est qu'en 2010 qu'une définition légale des jeux de hasard vit le jour. À l'article 2 de la loi numéro 2010-476 du 12 mai 2010, le législateur français définit le jeu de hasard comme étant un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain. Dans tous les jeux possibles, il y a deux branches à retenir, d'un côté la partie d'adresse et d'habileté, d'un autre la partie de hasard. L'ensemble des jeux dont les résultats dépendent de l'habileté des participants ou des joueurs sont appelés jeux d'adresse, et ceux dont les résultats dépendent impérativement de la chance sont considérés comme des jeux de hasard. Néanmoins, la partie des jeux d'adresse est subdivisée en deux petites parties. Il y a les jeux d'exercice du corps comme le sport, la danse, le théâtre, la musique et autres, appelés les jeux d'adresse corporelle, et il y a les jeux d'adresse intellectuelle, ceux qui font appel à l'esprit comme le jeu de dames ou les échecs, etc. Il en est de même pour les jeux de hasard qui répartis en deux catégories. Ceux qui dépendent du pur hasard comme le jeu de roulette ou le jeu de grattage, et ceux considérés comme mixtes. Ils englobent l'habilité des joueurs même s'ils sont peu influents, mais ils inspirent le jeu comme les jeux de cartes. Il est important de bien assimiler cette distinction, puisque le régime juridique de chaque partie des jeux dépend forcément de leur nature. A. Le jeu peut-il apporter de la liberté dans la société ? L'histoire de la législation française sur les différentes formes de jeux, particulièrement les jeux de hasard, débute par l'influence de la loi de la Rome antique. Le législateur romain de l'Antiquité était très intéressé par la propagation et par l'évolution de cette activité ludique, raison pour laquelle il mettait plusieurs dispositifs juridiques censés protéger tous les jeux. Le jeu à Rome était interdit. Il était considéré comme un délit et ne produisait aucun effet juridique. Seuls certains jeux destinés à préparer la nation à la guerre étaient réputés valables. Mais le jeu était tellement répandu que le législateur romain réalisa la nécessité de satisfaire la soif populaire du jeu. Il autorisa les jeux de hasard pendant une brève période de l'année. Cette période s'appela les Saturnales Saturnes. Durant cette période festive, les esclaves jouissaient d'une apparente liberté.
L'ordre des choses y était quelque peu inversé. Pendant un temps, l'autorité des maîtres sur les esclaves était suspendue et ces derniers avaient le droit de parler et d'agir sans contrainte, libres de critiquer les défauts de leurs maîtres, de jouer contre eux, de se faire servir par eux. Les tribunaux et les écoles étaient en vacances, les exécutions interdites. On fabriquait et on offrait des cadeaux connus sous le nom de Saturnalia et Sigillaricia. On offrait également de somptueux repas. Les Romains cessaient leurs travaux et la population se portait en masse vers le mont Aventin, lieu des principales célébrations. Durant ces fêtes, l'on pouvait également jouer en toute liberté sans se soucier des prohibitions légales. Un armistice entre les autorités légales et les joueurs. Elle était une sorte de carnaval célébré en grande pompe en l'honneur du dieu courait durant les Saturnales. Une fois la période de tolérance arrivée à terme, la législation prohibitive reprenait très rapidement ses droits et elle s'imposait de nouveau. Les esclaves vivaient un moment de réinsertion ou de socialisation périodique une fois par an. Mais cette socialisation ou résocialisation n'a jamais duré. B. Le jugement et le pari, aspect juridique. Quant au pari, il se définit comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes, qui sont d'un avis contraire sur un sujet quelconque, conviennent que celles dont l'opinion sera reconnue exacte recevront des autres une somme d'argent ou un objet déterminé. Les facteurs de celui-ci dans la procédure du jugement sont divisés en deux parties. Dans un premier temps, une des parties concernées défie l'autre, son adversaire sous une garantie. Dans un deuxième temps est le jugement de la déclaration, dont une partie du procès s'engage à apporter la preuve qu'il innocente dans un temps bien précis. Le pari est un jeu où le jeu et le pari ont des caractéristiques identiques telles que, dans l'un et dans l'autre, il existe des contrats consensuels à valeur d'obligation réciproque, synalagmatiques ou à titre onéreux ou aléatoire. Ils sont aussi caractérisés principalement par l'existence corrélative d'une chance de gain et d'un risque de perte. Ils ne se confondent cependant point. En effet, le jeu diffère du pari en ce qu'il suppose un fait à accomplir par les parties, tandis que dans le pari le gain dépend de la simple vérification d'un fait inconnu des parties, déjà accompli ou encore à l'état futur, mais qui dans ce dernier cas ne doit pas être leur œuvre. 10 F11. Une certaine confusion existe entre ces deux contrats. Dans le langage courant et même dans la pratique judiciaire, les mots jeu et pari sont souvent employés l'un à la place de l'autre. La distinction entre jeu et pari ne présente plus qu'un intérêt théorique et non juridique, puisque contrairement à l'époque romaine, ces deux contrats sont soumis à un même régime juridique. 2. Le jeu dans la culture. Tout d'abord, le jeu en tant que source de motivation et de création du joueur, participe non seulement à l'évolution de la société, mais encore de la culture. Cette dernière est attachée, selon plusieurs auteurs, à la civilisation où la culture et la civilisation se rejoignent sur l'idée que le processus de civilisation est une étape qui dirige le peuple vers une forme d'évolution et de sagesse. L'historien Johann Huizinga poursuivait ses recherches sur le jeu et la culture, et il affirmait que, pour moi, il ne s'agit pas d'étudier la place du jeu parmi les autres phénomènes de culture, mais d'examiner dans quelle promotion la culture offre un caractère ludique. Le jeu est envisagé comme un phénomène culturel et non pas comme une fonction biologique. Il est traité avec les moyens de la pensée scientifique appliquée à la morphologie de la culture. Il précise par là que le fait de penser à des fonctions biologiques sous-entend que les activités de la société sont absolument régies par de différents mécanismes de type ou de forme de jeu. Dans l'activité sociale de l'être humain, il y a toujours des formes de jeu. Si l'être humain est considéré biologiquement socio-culturel, ses activités sont par conséquent empreintes de sa culture et sont toujours influencées par elle et pareillement sur la dynamique et la transformation historique de la culture. La présence de l'influence de la culture dans le jeu est remarquée sur l'assimilation créative ou reproduction, la représentation interprétative des aspects macroculturels du milieu social mis en étude. Le jeu a aussi une grande influence sur les jeunes et ces derniers forment un des facteurs principaux pour bouger et pour faire évoluer une société et sa culture. A. Le jeu et la religion. Le jeu est-il présent dans les activités religieuses ? Comment est-il perçu ? Il est clair que le jeu est présent dans toutes les branches d'activité de la société.
Il n'est pas seulement dans les activités de plaisir, il est aussi présent dans les activités qualifiées de sérieuses comme ceux de culte religieux. Sa présence respecte les 3 caractéristiques du jeu. Les activités de culte sont sacrées, elles sont donc en dehors de la vie courante comme il a été bien déterminé dans la définition du jeu. Elles sont effectuées dans un espace bien précis et dans un temps bien déterminé. Elles respectent des règles bien définies, spécifiques, et elles ont le sens d'activités sérieuses. Les caractéristiques du jeu sont un temps déterminé, un lieu précis et une règle à respecter. Ces éléments sont présents dans les activités de culte. Cette étude s'intéresse uniquement à la relation entre le jeu et la religion dans les activités de culte, mais elle n'étudie pas le côté des jeux interdits comme certains jeux de société tels que les cartes et les jeux d'argent. Cette partie explique pourquoi certains comédiens en charge de soins du patient essayent de travailler sur des activités de culte pour motiver leurs affections envers le ou les malades. Ils fêtent ensemble dans les ateliers théâtre, et ils mettent le patient concerné au devant du sujet de travail. Il n'est pas forcément nécessaire que le ou les comédiens impliqués aient la foi dans l'activité mise en place, mais c'est uniquement pour accompagner le malade dans sa démarche de socialisation sans lui manifester des gestes ou des sentiments de mépris ou de répulsion. Le malade s'attache, quel que soit son état, à ses valeurs religieuses et il demande à être écouté, entendu et accompagné dans ses besoins durant son hospitalisation. B. Le jeu et l'art. Y a-t-il du jeu dans l'art ? Plus particulièrement dans les actes coordonnés à l'hôpital en vue d'un apprentissage de la démarche de la socialisation du patient à travers l'art dramatique ? Il y a du jeu dans absolument n'importe quel art. Par exemple la peinture, la danse, la sculpture ou la musique, elles ne peuvent jamais être en dehors des principes du jeu. Tous ces arts sont organisés d'abord autour des artistes professionnels, puis de l'improvisation des animateurs non professionnels. Là où il y a de la musique, il y a de l'art. Il est strictement indispensable de penser à la danse ou autre sans penser au jeu. L'art aujourd'hui forme un monde spécifique regroupant toutes ces activités d'art précitées dans des performances particulières. L'analogie de l'art comme jeu nous amène à considérer d'un côté, l'art contemporain comme game, système de compétition réglé qui forme un monde clos, et de l'autre côté des pratiques quotidiennes de l'art, informelles, rhizomique, non hiérarchisé qui représente un autre monde de l'art comme play, ouvert qui correspond aux tentatives de confusion de l'activité artistique et l'activité ludique par les avant-gardes. Le jeu devait alors servir d'outil pour dépasser l'art en tant que travail, et le placer au cœur de la vie. Ainsi l'art théâtral devient un modèle pour des projets esthétiques et des politiques de santé, qui optent pour un changement ou un développement social. Le ludique est aujourd'hui présent dans l'expérimentation de la médecine contemporaine, pour assurer la prise en charge des patients. Toutefois, il perd de son prestige puisque certains l'utilisent dans la compétition et il est soumis au marché. Ceci ne met pas en cause l'art architectural, une technique qui évolue dans la compétition et dans le marché, mais qui garde toujours ses critères de jeu. Après avoir étudié les différents aspects du jeu et la loi dans la société et la culture, il est maintenant indispensable de chercher à connaître par exemple la valeur qu'il apporte au développement et à l'épanouissement de l'enfant qui joue. B. Que représente le jeu chez l'enfant ? Quelle est l'importance du jeu pour le développement de l'enfant ? Les artistes ont repris le concept de la médecine psychiatrique pour répondre à cette question, en considérant que les jeux sont fondamentaux pour le bien-être de l'enfant et de son développement. La médecine considère l'idée selon laquelle l'enfant qui joue développe son habileté selon plusieurs angles. Il réfléchit, il est capable de résoudre ses problèmes, il développe une bonne élocution, il a une facilité de coopérer, il développe ses capacités de souffle et de bouger son corps facilement. Grâce au jeu, l'enfant apprend au cours de ses premiers pas à explorer et à jouer en répétant les mêmes choses tous les jours. C'est le cas par exemple lorsqu'un bébé joue avec n'importe quel outil pour servir de téléphone, et pour essayer de parler et de communiquer avec ses parents, ses frères et sœurs et ses proches. Il y a ceux qui aiment jouer avec des blocs de tours, dans le but de les faire tomber quelques minutes après. D'autres jouent avec la nourriture au moment de manger, ou ils jouent avec des jouets comme des voitures, des robots en forme d'êtres humains et ils s'entraînent tous les jours.
Ces entraînements leur permettent d'apprendre et de développer leur conscience et d'avoir confiance en eux. C'est donc ainsi que les enfants commencent à apprendre les choses, les objets et ce qu'ils peuvent en faire avec. Ils découvrent leur univers. Plusieurs comédiens intervenant dans les maternités expliquent que les petits outils des enfants aident de façon naturelle leur apprentissage. Les jeux de cache-cache, de devinette ou de marionnette incitent l'enfant à se rapprocher de la même manière dont les adultes apprennent la vie de tous les jours. Le jeu participe à la socialisation de l'enfant via les jeux de société puisqu'il joint ainsi l'utile à l'agréable. Le jeu les rend heureux et facilite leur apprentissage. En grandissant, l'enfant développe ces jeux, par exemple le jeu de faire semblant ou d'improvisation. C'est pour montrer ce qu'il sait faire. Par exemple le jeu de téléphone, il prend n'importe quel matériel, il le met à l'oreille et il se met à parler « Allô » ou « Papa ou maman, ça va ?» À travers ce geste, l'enfant montre que cet objet peut être un téléphone d'une part, et d'autre part il montre l'utilité du téléphone pour communiquer, pour parler aux gens. Le jeu est présent aussi dans sa volonté de faire rire les gens. En faisant semblant, l'enfant comprend le monde en utilisant des choses qu'il a apprises et qu'il a vues il y a déjà un moment. Pour la première fois, il fait le tri d'informations reçues entre la réalité et l'imagination. Lorsque le comédien met à la disposition des enfants un caisson rempli des briques de construction pour enfants et que l'un d'entre eux souhaite construire une maison, cela lui demande bien sûr de faire preuve de créativité, surtout de sa capacité à résoudre des problèmes lors de la création. Quand l'enfant observe ses jouets, il dégage directement dans ses émotions faciales ce qu'il ressent et ce qu'il pense, mais il dévoile aussi ce qu'il est capable de faire. La question de la socialisation de l'enfant dans le jeu prend plus d'ampleur lorsqu'il commence l'école. Ici, il doit apprendre des jeux de société dont il doit respecter les règles et initier des stratégies, des logiques et un jugement moral pour pouvoir gagner. C'est le cas par exemple des jeux de table, domino, labyrinthe, Monopoly, cartes et autres. Ce genre de jeux sont joués soit individuellement, soit collectivement. En principe, les jeux symboliques peuvent admettre des activités spontanées, réfléchies, libératrices, mouvementées, compensatrices et une maîtrise de l'espace, de l'environnement, mais aussi de l'expression d'un fantasme. Le jeu est pour l'enfant le lieu du désir, de conflit, d'apprentissage du langage et de manifestation de frustration. 1. Le jeu joue-t-il un rôle dans la psychologie de l'enfant ? D'après l'expérience acquise lors d'une participation à certains ateliers, il est possible d'affirmer que le jeu participe à l'évolution psychologique de l'enfant et à son développement physique, comme il a été démontré par les différentes activités de jeu mises en place dans les maternités. Anna Freud développe l'idée selon laquelle le jeu est un excellent moyen d'observer l'évolution de l'enfant et d'apprendre à mieux le connaître. Le jeu constitue un passage nécessaire pour le développement de l'enfant. Il commence à stimuler les émotions de l'enfant sous forme d'une activité érotique avec le corps. Ce phénomène est remarquable lorsque l'enfant joue avec son corps au niveau de ses doigts, de sa bouche ou de sa peau ou bien celui de sa mère au travers de l'alimentation. Il est difficile de remarquer ce genre de jeu puisque dans le vécu de l'enfant, ces distinctions ne sont pas très affirmatives. La plupart des artistes disent que l'enfant cherche le corps de sa mère à travers ses jeux, la chaleur, la consistance, l'affection et l'odeur. Ainsi naît l'espace traditionnel de l'enfant investi à la fois de libido narcissique et de libido objectale. Il sert encore de support à son ambivalence. Le narcissisme est l'amour porté à l'image de soi, grâce à l'intériorisation d'un ensemble de représentations. André Renaud explique que la libido objectale investit les objets et leurs représentations dans le système psychique en relation dynamique avec la libido narcissique. Sophie Debauche explique encore que le narcissisme secondaire se construit aussi grâce à la formation de l'idéal du moi auquel l'enfant va se mesurer et tenter de se conformer. Ces activités sont schématiquement symbolisées de la manière suivante. L'enfant cherche ou aime des jouets qui lui permettront d'ouvrir et de fermer, d'ouvrir et de remplir, de vider et de fermer, de réunir et de désunir, notamment à toute activité qui lui permettront de manifester ou de retrouver ses intérêts primitifs attachés aux organes de sens et à leurs fonctions. Lorsque l'enfant se contente de jouer à des jeux mobiles, ils sont bénéfiques à la croissance et au plaisir du mouvement et les jouets de construction l'aident à exprimer les tendances ambivalentes.
D'autres jouets développent l'expression de la bisexualité psychique, comme c'était le cas pour certains enfants soit dans un jeu de rôle solitaire, soit pour s'exhiber devant ses proches, l'objet oedipien, soit pour exposer sur scène la problématique oedipienne dans un jeu de groupe, jeu collectif, jeu de société. Le jeu s'achève sur le plaisir et la joie s'il est sorti vainqueur, comme il peut être triste s'exprimant par des dégoûts, des pleurs ou des refus de rejouer encore. Le jeu a encore un rôle très important dans le comportement de l'enfant. Par exemple, les aptitudes au jeu se convertissent en aptitudes au travail. Cette transformation est due à la secondarisation de la pensée. C'est le cas par exemple des hobbies ou des rêveries journalisées qui, parfois, peuvent fonctionner activement selon la personne. Ils laissent toujours une place à l'imaginaire, malgré l'intégration des comportements et la socialisation progressive par les jeux. Le psychologue et biologiste Jean Piaget, 1896 à 1980, affirme par une théorie cognitive que non seulement le jeu est le moyen le plus efficace de s'informer sur l'objet, mais encore sur les événements. C'est à partir du jeu que l'individu ou l'enfant intègre sa pensée dans ses actions. De plus, il soutient et il encourage l'enrichissement de la connaissance et du savoir-faire. Jean Piaget classe l'évolution des comportements ludiques en 3 périodes selon les différents types de jeux. Tout d'abord la période sensorimotrice de 0 à 2 ans. Dans cette période, l'enfant ne joue que si l'objet est présent, joué avec le corps. Ensuite, la période de la pensée symbolique ou représentative qui va de 2 à 6 ans. Ici, l'enfant n'a pas besoin de l'objet pour jouer. Il peut imaginer et jouer en faisant semblant. Dans ce cas, il joue avec son esprit. La dernière période, entre 7 à 11 ans, est appelée la période scolaire. Les jeux sont caractérisés par des règles et l'esprit de groupe. C'est une véritable institution sociale capable d'assurer la socialisation de l'enfant. En même temps, elle se transmet de génération en génération. À partir de là, le corps physique joue, mais le corps mental réfléchit à la manière de jouer. A. L'étude de Donald Woods Winnicott sur la psychologie de l'enfant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.